Et donc j'appelle Maxime Marchand présent, Marie-Laure Walter, Jean-Louis Labourère, Christelle Buria, Robert Abran est absent, il a donné procuration à Monsieur Zika et j'adresse mes voeux de prompt rétablissement à notre cher Robert, qui, je l'espère, on retrouvera dès le prochain conseil municipal. Madame Cécile Bonneau, Monsieur Anthony Biquéré, Julie Savy, elle n'est pas encore arrivée, elle va... Ah ben elle est là, voilà. Julie Savy, parfait, c'était le moment parfait. Voilà, Stéphane Detré, Julie Desmoulins, André Mourgue, Patrice Thomas, Jacques Sabatier, Francis Jangou, t'es pas salué non plus, Serge Amban, Géraldine Campin est absente, elle a donné procuration à Marie-Laure Walter, Madame Dominique Pignatel, Monsieur Didier Zika, Madame Valérie Villemar, Madame Elisabeth Maraini, Marion Neff est absente, elle a donné procuration à Madame Maraini, Pierre-Valentin Verne est absent, il a donné procuration à moi-même, Monsieur Alain Levinspul, nous sommes très heureux de vous retrouver, j'espère que ça va mieux. Marie-Christine Bertrandi, Étienne Herpin est absent, il a donné procuration à Monsieur Alain Levinspul, Madame Christine Beaulieu, Monsieur Bruno Schex, Madame Valérie Masson-Ragusa a donné procuration à Marie-Christine Campana, et enfin Marjolaine Châtonnet. Allez, c'est parfait. On va donc ouvrir ce conseil municipal avec l'approbation du procès-verbal donc de la précédente séance. Vous avez vu dans l'ordre du jour qu'il est encore question de compte-rendu. C'est une coquille. Les comptes-rendus, c'est terminé. Il n'y a plus que des procès-verbaux concernant le conseil municipal. On va passer au vote. Ah, vous avez des questions, je vous écoute. Je rebondis sur un des sujets qui a été examiné lors du dernier conseil municipal sur la délibération concernant la demande de dérogation pour le transfert des investissements vers le fonctionnement. Oui. Et vous nous aviez annoncé avoir un rendez-vous le mercredi suivant, c'est-à-dire le 23 novembre, avec le ministre Christophe Béchu ou ses services. Béchu, c'est ça. Voilà, et je voulais savoir si vous pouvez nous indiquer ce qu'il est ressorti de cet entretien. Alors, ce qu'il est ressorti de cet entretien est extrêmement positif, puisque vous le savez peut-être, Monsieur Béchu, en plus d'être le ministre de la Cohésion des Territoires, est le maire de la ville d'Angers. Donc j'ai été très agréablement surpris et très heureux de rencontrer un élu de terrain en face de moi. Et donc depuis ce rendez-vous qui a eu lieu le 25 novembre, je suis en relation avec Monsieur Simon Chassard, le directeur de cabinet de Monsieur le ministre, qui a donc demandé des délais, enfin des éléments à la DGCL qui examine notre dossier. À ce jour, on n'a toujours pas d'éléments de retour malheureusement, mais M. Chassard s'est engagé à nous en donner d'ici la fin de l'année. Donc on espère pouvoir enfin vous donner cette réponse lors du prochain conseil municipal, sachant que vous le savez, et parce que ça a été évoqué en commission, ça ne nous arrange pas de repousser constamment ce délai. On aimerait bien rapidement avoir une réponse définitive, que ce soit oui ou que ce soit non, pour au niveau financier pouvoir travailler là-dessus. Mais malheureusement, ça ne va pas beaucoup plus vite à Paris que ce que ça peut aller en région. Donc malheureusement, j'ai pas de nouvelles informations à vous fournir sur le sujet, si ce n'est qu'on a eu rendez-vous, qu'on est en contact avec le cabinet de Monsieur le ministre et qu'on espère que ces actions vont nous aider à obtenir cette dérogation pour laquelle on n'a toujours pas de retour. Oui, je vous écoute. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc sur la page 3 du procès verbal, je voudrais signaler une modification parce que je pense qu'il y a eu une inversion entre vos propos et les miens. Ah, c'est possible. Donc lors de... Est-ce qu'on peut me donner la page 3 du procès verbal, puisque je ne l'ai pas dans mon parapheur, s'il vous plaît. Merci. Donc simplement, j'avais fait différentes demandes et je vous avais demandé, vous aviez décidé de passer au vote, et entre-temps, j'avais juste demandé, est-ce que vous acceptez les remarques ou pas? Donc c'est juste cette phrase-là qu'il faudrait rajouter. Est-ce que vous acceptez mes demandes ou pas? Et c'est vous qui avez dit, monsieur le maire, je ne l'accepte pas.
alors que ces propos sont indiqués à moi. Donc moi, il y a effectivement, il y a peut-être un petit souci là-dessus. Est-ce qu'on pourra faire cette modification Ah ben Muriel, non, elle a disparu. Ah, elle est là en face. Tu t'occuperas de ça, tu vérifieras sur le son, et donc si effectivement, il y a bien une inversion des protagonistes sur les personnes qui ont prononcé les paroles, effectivement, on changera les noms, ça doit être un problème de son avec le logiciel. Je vous en remercie. Donc, on va passer au vote de ce procès verbal qui est contre, abstention, unanimité. Je vous remercie. Nous passons donc à l'information de l'Assemblée délibérante sur les décisions du maire qui ont été prises depuis le dernier conseil municipal. Y a-t-il des questions à ce sujet? Non, super. On peut passer à la première délibération qui est la modification du règlement des marchés hebdomadaires. Donc la délibération en date du 8 avril 2021 a adopté un règlement des marchés hebdomadaires. Ce dernier, appliqué depuis cette date, a nécessité un premier ajustement lors de la délibération qu'on a tenue il y a à peu près un an. Depuis, on a intensifié notre travail avec les différents représentants syndicaux des forains, les forains eux-mêmes, mais aussi les commerçants sédentaires. Le nouveau placier, M. Petit, et bien entendu M. Biquéré qui était à la baguette. Et donc là-dessus, on vous propose donc ce nouveau règlement des marchés forains, légèrement modifié, pas du tout remanié de fond en comble, mais modifié. On a apporté des nouveaux éléments, des nouveaux détails, pour qu'en fait, monsieur le placier, réglementairement, puisse s'appuyer là-dessus pour faire respecter toutes les règles que nous souhaitons mettre en place sur ce marché. Est-ce qu'il y avait des questions sur le nouveau règlement? On va donc passer au vote. Qui est contre? Abstention. Qui est pour? Merci. Nous allons passer donc à la délibération numéro 2 de ce conseil municipal, qui est la fixation des tarifications des caveaux de place au niveau du cimetière Saint-Clément. Donc, grâce à un travail de très bonne facture réalisé par monsieur Abran, nous avons pu restabiliser une partie du nouveau cimetière, de l'ancien cimetière, pardon. Non, du nouveau cimetière, excusez-moi, je vais y arriver, pour pouvoir y créer 5 caveaux de 2 places, et ce dans le but de répondre à la demande toujours croissante, que vous connaissez bien sur nos cimetières. Réglementairement et après vérification par M. Ibanez, le DGS, il s'avère que nous ne pouvons pas gagner d'argent sur la revente de ces caveaux. Il faut que nous soyons donc à l'équilibre net sur ce que nous faisons, et donc il est proposé, en fonction de ce qui est facturé, de refacturer nous les caveaux 2807 € TTC, comme c'est prévu. Et pour information, sur les cimetières alentours, soit il n'y a pas de disponibilité, soit on est là où il y a de la disponibilité sur en Suez à un tarif qui est le double, aux alentours de 5500 € pour information. Est-ce qu'il y avait des questions sur cette délibération? On va donc passer au vote. Qui est contre? Abstention. Unanimité, je vous remercie. Nous allons maintenant passer une série de délibérations qui concernent la métropole. Donc avant de rentrer dans le détail de ces délibérations, je voulais essayer de vous donner un maximum d'informations que je pouvais avoir donc sur la nouvelle loi 3DS et la refonte de l'intérêt métropolitain qui a été vu à l'Assemblée et qui aujourd'hui est en relecture au Sénat. Malheureusement, nous, les petits maires, n'avons pas énormément d'informations là-dessus. On en saura plus peut-être au niveau du comité, du conseil de métropole de jeudi ou en fin d'année. Le problème étant, si vous voulez, de manière très, très factuelle, qu'aujourd'hui on prend une direction, mais qu'avec la façon dont la loi est rédigée, M. Payan dispose d'un droit de veto. Il pourra donc interrompre l'ensemble de nos travaux le 31 décembre à 23h si tout ça lui chante. Donc on a un peu cette menace permanente de la bombe, du bouton nucléaire, comme a dit M. Vigouroux, le maire de Miramas, lors de notre dernière réunion. Et c'est très compliqué pour nous parce qu'aujourd'hui on s'est mis d'accord sur quelque chose, on va voter quelque chose, mais potentiellement, si ça ne convient pas au conseil municipal de la ville de Marseille, Marseille étant la ville-centre de la métropole, ils pourront aller à l'encontre de notre décision. Voilà, malheureusement c'est comme ça et c'est ainsi, et ça va être le cas dans toutes les collectivités. Pour information, Carrie vote exactement les mêmes délibérations que nous demain soir pendant leur conseil municipal, avec cette même épée de Damoclès, à savoir qu'on ne sait pas si potentiellement ces délibérations vont pas être supprimées par le veto de la ville de Marseille, avec un retour à l'ancienne version. Donc la première, c'est la définition de l'intérêt métropolitain sur les voiries et espaces publics, et donc on vous a annexé la liste des communes
communes. Donc vous aurez certainement reconnu qu'il y a l'ensemble des communes de l'ancienne communauté urbaine, qu'on appelait la CUM, qui avait délégué leur voirie depuis 2001. Et qui donc n'avaient aucun intérêt à la récupérer, l'ont définie d'intérêt métropolitaine. À cela se sont joints les anciens membres du SAN, à savoir l'ancienne donc intercommunalité autour d'Istres, qui aussi ont décidé de mettre leur voirie dans le pot commun. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple clair, si M. Payan, le 31 décembre, il met le veto, c'est toutes les voiries de toutes les communes, y compris celles qui ne sont pas dans la liste, les 92 de la métropole sans exception, qui deviennent d'intérêt métropolitaine et qui sont derrière gérées par la métropole. Donc c'est là où nous on n'est pas vraiment touchés parce qu'aujourd'hui on passe une délib pour faire remonter et si M. Payan met le veto ça remontera quand même, donc on n'est pas énormément concerné. Par contre une commune comme nos voisins de Martigues par exemple, puisqu'ils ne sont pas dans la liste, aujourd'hui eux ils gardent leur voirie, ils continuent de la gérer de manière communale comme ils l'ont fait historiquement. Mais si M. Payan met son veto, au 1er janvier ça deviendra de la voirie métropolitaine au même titre que la nôtre. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Malheureusement, il est politique et il se gère entre Madame la Présidente du département et de la métropole et Monsieur le maire de Marseille, voire la Première ministre ou le Président de la République. Mais on invite rarement le maire de Saucé-les-Pins à ce genre de réunion, malheureusement. Voilà, donc je voulais vous donner ces éléments-là. On est là sur une délib qui acte quelque chose qui était déjà en place depuis 2001, donc depuis plus de 20 ans. Et qui fonctionne. Alors c'est sûr qu'on aimerait toujours avoir des crédits supplémentaires, on aimerait pouvoir en faire plus. Malheureusement, les finances de la métropole sont ce qu'elles sont, mais on reste exactement sur le même fonctionnement que celui qu'on a toujours eu. Est-ce qu'il y avait des questions sur l'intérêt métropolitain des voiries et des espaces publics ? Moi, je voudrais juste une confirmation concernant les arbres d'alignement. Je sais qu'il y a eu des discussions, des négociations, arbres d'alignement, nettoyage des plages, enfin il y a eu plein de choses discutées. Et alors, savoir si c'est bien clair que alors, ce qui est très clair là-dessus aujourd'hui et qui pose entre guillemets un gros souci, c'est que tous les accessoires de voirie, les arbres d'alignement, les trottoirs, les plages, les corbeilles et surtout, ce qui pose un gros problème, l'éclairage public, aujourd'hui vont rester de compétences métropolitaines comme ils le sont historiquement depuis toujours. On avait jusqu'à présent les conventions de gestion qui étaient faites avec la métropole, où en fait nous, on travaillait sur un programme d'investissement avec eux, et derrière l'argent qui était dépensé était prélevé sur notre budget de fonctionnement. Aujourd'hui, ce que nous, les maires, essayons de négocier depuis plusieurs mois avec la métropole, c'est de récupérer l'éclairage public. On avait eu gain de cause, M. Georgie avait eu gain de cause, sauf que le Conseil d'État a retoqué le décret du préfet en disant non, on ne crée pas d'exception pour la métropole marseillaise. Les éclairages publics restent des accessoires de voirie à Marseille et partout ailleurs en France. Par contre, du coup, nous les maires, on a répondu très gentiment à la métropole que puisque c'était leur lampadaire, ça allait devenir leur contrat d'électricité et qu'ils allaient devoir reprendre tous les contrats qu'on a avec EDF pour allumer leur lampadaire, puisque c'est les leurs. Il n'y avait pas de raison que nous, municipalités, on paye l'électricité. Je pense que quand ils ont vu le montant global que ça représentait en termes d'électricité, ils se sont un peu affolés. Et du coup, on est en train, avec la préfecture et M. Domnin-Rocher, le DGS de la métropole, de créer des délégations de maîtrise d'ouvrage. En fait, ils nous délégueraient, c'est bien ça, hein, Jérôme, des délégations de maîtrise d'ouvrage, donc ils nous délégueraient la maîtrise d'ouvrage sur les lampadaires et ça nous permettrait de faire des contrats de performance énergétique, de faire du relamping, de changer, de passer au LED, etc. Donc nous, les maires, on se bat pour ça parce qu'on voit bien que si la compétence est remontée à la métropole sèchement, entre guillemets, on va encore pendant 5 ou 10 ans ne rien faire ou des travaux peu importants, alors qu'on a nous une vraie ambition de faire des travaux d'investissement importants sur les lampadaires, pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui avec le prix de l'électricité, les lampadaires représentant 50% de notre consommation électrique, il faut qu'on ait des lampadaires qui consomment moins, et donc c'est dans la trame logique, et c'est notamment M. Mourgue qui travaille à ces questions. Voilà, j'espère vous avoir répondu là-dessus. Qui est contre? Abstention. Unanimité, je vous remercie. Nous passons à l'avenant de la convention de gestion entre la métropole et la commune Saucé-les-Pins au titre de la compétence d'éclairage public. Donc l'avenant numéro 4 nous permet donc dans la réalisation du transfert définitif des compétences entre la métropole et ses communes de quand même pouvoir faire un minimum d'entretien. Vous l'avez sans doute remarqué qu'à plusieurs endroits des lampadaires étaient éteints depuis plusieurs jours parce que malheureusement sans cette convention on ne pouvait plus engager les frais qui nous permettaient de les réparer. Donc on est très heureux d'avoir pu passer ça avec la métropole et on va pouvoir engager un certain nombre de chantiers de réparation puisque là on est vraiment sur la partie fonctionnement et la partie entre guillemets
comment ça s'appelle, j'allais dire manutention, c'est pas le mot, entretien courant l'entretien courant. Et sur l'investissement aussi, on souhaiterait passer en maîtrise d'ouvrage, mais pour l'instant on n'a pas de réponse là-dessus et c'est très très long. Est-ce qu'il y avait des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Abstention, unanimité, je vous remercie. Et donc on passe sur le dernier avenant là-dessus. Donc là c'est pareil mais pour la compétence tourisme. Donc là on a beaucoup plus de chances que nos voisins cariens, n'est-ce pas Patrice? Pour la bonne et simple raison que sur la compétence tourisme, nous on va pouvoir... Enfin c'est une compétence déléguée qui va rester déléguée alors qu'à Cari ils sont en train de créer un organisme associatif etc. pour essayer de récupérer les prérogatives qu'ils pouvaient avoir. Et donc pour l'instant nous on va rester pareil sur le même fonctionnement avec une volonté pareille des maires de faire pression sur la métropole pour sur ce sujet-là avoir des investissements et avoir des choses qui se font et pas rester dans une gestion de la compétence en bon père de famille. Est-ce qu'il y avait des questions sur cette délibération? On va passer au vote. Qui est contre? Abstention, unanimité, je vous remercie. Nous passons donc à la délibération numéro 7. Je passe la parole à monsieur Stéphane Detré pour les 2 prochaines délibérations. Ah non, pardon, j'en ai sauté une, pas encore vous, excusez-moi. C'est à monsieur Amban que je vais donner la parole. Excusez-moi, concernant l'autorisation donnée au maire de signer une convention relative à la classe des cadets de la sécurité civile, classe que vous avez sans doute pu voir à la Sainte-Barbe pour ceux qui étaient présents, et aussi certains d'entre eux lors de la cérémonie du 11 novembre. Donc c'est une convention tripartite entre la mairie, le collège et la sécurité civile. Mais Serge va vous en dire plus puisqu'il est le spécialiste de la question. D'accord, donc la note explicative. La création de cadets de la sécurité civile s'inscrit dans le cadre de la promotion des valeurs de la République et des démarches citoyennes et répond à celle de l'exigence de l'État rappelée par la circulaire du 26 mai 1915 du ministère de l'Intérieur relative à l'orientation en matière de sécurité civile. Les objectifs principaux de ce projet sont favoriser la culture de la sécurité civile, sensibiliser au comportement de prévention, développer un sens civique chez les jeunes élèves, reconnaître les cadets comme assistants de la sécurité lors des exercices d'évacuation ou de confinement dans les plans de PPMS, et favoriser l'engagement ultérieur des élèves au sein de la sécurité civile. C'est pourquoi il est proposé aux membres du conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention tripartite relative à la classe de cadets de la sécurité civile. On va passer. Oui, on vous écoute. Juste pour vous montrer qu'on écoute bien, et c'est ça, ce n'est pas 26 mai 1905, mais la circulaire, donc comme c'est indiqué, ou 1915, je crois que vous avez dit, de 2015. 2015, c'est pas grave. 2015. C'était juste pour montrer qu'on écoutait bien. Je vous remercie. On va passer au vote, Bon, Serge. on va passer au vote. Donc, s'il n'y a pas de questions, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci à toi, Serge. Et donc, cette fois-ci, c'est la bonne. C'est ton moment, Stéphane. Les délibérations 7 et 8 sur les finances. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, la première délibération concerne l'autorisation d'ouverture de crédit de 25% pour les dépenses d'investissement. Pour rappel, il s'agit simplement de permettre à monsieur le maire de procéder, jusqu'à ce que le BP soit voté, de procéder aux engagements et au mandatement des dépenses d'investissement. Donc à hauteur de 25%. Le calcul, je vous le rappelle, c'est on prend 25% d'un budget d'investissement voté sur le BP précédent. Donc vous aviez le montant global des investissements votés en 2022 à hauteur de 2 803 813,25 €. Nous prenons 25% de cette somme globale pour arriver à un montant de 700 953,31 €. Vous avez vu que vous avez trouvé sur la table un document avec un tableau récapitulatif. Il nous avait semblé en commission finance effectivement qu'il était préférable d'apporter des précisions en mettant le détail de ces 2 800 000 plutôt que d'avoir un chiffre global. Alors pour rappel, on vous a mis toutes les opérations donc, qui sont contenues dans ce montant global de 2 803 813,25 €. Donc à chaque fois, ligne à ligne, on a pris 25% de chaque opération pour arriver donc à ce montant de 700 953,31 €.
Avez-vous des questions? Pas de questions. Je vous propose que nous passions au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Alors, j'ai le micro, je le garde encore pour la délibération suivante, qui donc, elle, concerne la modification de notre règlement intérieur de la commande publique. Alors, nous avions voté en 2020 un premier règlement de la commande publique. Nous y avons apporté une modification majeure qui concerne les bons de commande et les engagements sur les montants initiaux. Donc, on avait une première tranche de 0 à 1000 où on demandait un devis. Au-delà de 1000 euros, on demandait systématiquement 3 devis. On s'est rendu compte que finalement, c'était assez contraignant à la fois pour les services et y compris surtout pour les entreprises qui répondaient à nos demandes des responsables de service sur peux-tu me fournir un devis pour 1500 euros, et les entreprises qui étaient régulièrement consultées sans jamais obtenir le bon de commande final se voyaient finalement un peu réticentes à fournir les devis aux entreprises, aux responsables de service qui continuaient à leur demander. Donc on a finalement, en accord avec les responsables de service, on a remonté le seuil et on a le détail ou pas là, voilà, c'est simplement pour vous dire que de la tranche de 1 euro à 10 000 euros, nous ne demandons pas 3 devis, mais nous ne demandons plus qu'un devis, ce qui facilitera la vie à tout le monde. Après, le règlement n'a pas été vraiment modifié ou très, très à la marge. Donc vraiment, la modification importante était cette première tranche où finalement, un devis est passé de 1000 à 10 000 et non plus de 1000 à 1000. Aviez-vous des questions concernant ce règlement intérieur de la commande publique? Oui. Bien, donc évidemment, avoir 3 devis, ça peut permettre de mettre en concurrence, c'est ça la recherche. Donc j'entends, puisque j'avais aussi, quand j'étais maire, demandé cette mesure, donc elle me semble tout à fait judicieuse. J'entends la difficulté des services et des entreprises à fournir des devis. Le seuil de 10 000 euros me semble élevé, donc c'est pour ça que je voterai contre. J'aurais imaginé 3 000 euros par exemple m'aurait semblé suffisant, mais c'est une question d'appréciation. Je vous remercie. Oui, en fait, on a fait le calcul, on a repris les montants et on va dire que 95% des commandes passées sont au-delà de 3 000, entre 3 000 et 10 000. Donc, ce 10 000, on a l'explication et donc ça va appeler évidemment de notre côté à une vigilance, bien sûr. Il n'y a pas de souci, mais ce montant de 10 000 a été vraiment convenu d'une manière collective. Et effectivement, on s'est posé la question, pourquoi pas 5 000, pourquoi pas 3 000, mais 10 000, au vu de nos statistiques de l'année dernière, c'était le montant pour nous idéal. D'autres questions? Pas de questions. Je vous propose que nous passions au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci à vous. Merci à toi Stéphane. Je t'invite à passer le micro à Elisabeth Maraini qui va nous présenter donc la délibération sur la demande de subvention de la crèche Le Grand Chêne auprès du conseil départemental, subvention annuelle classique. À toi Elisabeth. Bonsoir à tous. Monsieur le maire sollicite une aide financière auprès du conseil départemental dans le cadre du soutien aux crèches communales. Il s'agit d'une subvention de fonctionnement concernant les structures d'accueil collectif petite enfance qui sont gérées par les communes. Cette aide est demandée chaque année dans le cadre du dispositif d'aide du conseil départemental au soutien des crèches municipales. L'aide départementale est attribuée en fonction du nombre de places agréées par le service des modes d'accueil de la petite enfance de la direction de la protection maternelle et infantile, la PMI. La crèche multi-accueil Le Grand Chêne dispose d'un agrément de la PMI de 60 places. Pour l'année 2023, le montant de l'aide accordée par Berceau s'élève à 220 €. En conséquence, la commune sollicite une subvention de fonctionnement pour la structure petite enfance, la crèche multi-accueil Le Grand Chêne, de 13 200 €.
En effet, le dossier doit être déposé avant le 16 janvier 2023. Il est proposé aux membres du conseil municipal de solliciter une subvention de fonctionnement auprès du conseil départemental au titre de ce dispositif de soutien aux crèches municipales. On peut passer au vote. Qui est contre? Abstention? Unanimité. Je vous remercie. C'est nous qui te remercions, Elisabeth, sur cette délibération. Donc, comme vous le savez, la délibération numéro 10 sur le sous-traité d'exploitation numéro 4 situé plage des Baumettes a été ajournée. C'est une demande qui avait été faite donc, par le propriétaire du restaurant Le Zanzibar. Je tenais à préciser ce soir que nous avons réuni la commission alors que ce n'était pas obligatoire, mais ça nous a semblé quand même être la moindre des choses. Donc on est heureux de l'avoir fait. On a vu certaines limites. Il y aura rapidement un conseil municipal au mois de janvier, donc on a préféré jouer la sécurité là-dessus. Et donc on réorganisera une commission d'appel d'offres quand on aura tous les éléments et on pourra donc à ce moment-là passer l'avenant. Donc cette délibération est ajournée, mais je voulais vous donner tous les éléments là-dessus pour ceux qui n'étaient pas éventuellement à la commission d'hier soir. On passe à la délibération numéro 11, qui est la mise aux enchères d'un bien privé de la commune sur la parcelle AT 156. Donc c'est un bien qui a été acquis en juillet 2000 par préemption. Donc c'est au niveau du chemin des Crêtes, hein, c'est à l'entrée du chemin des Crêtes. C'est une maison qui gênait le passage là-dessus. Nous avons décidé de céder ce bien pour la bonne et simple raison que depuis 22 ans qu'il a été acheté, aucun investissement, aucune réparation, aucun entretien n'a été effectué sur ce bien, qu'il se dégrade grandement dans son état et qu'il n'a pas vocation à accueillir un projet municipal à cet endroit-là. Donc on fait ce choix-là. Et le deuxième choix qu'on fait, c'est de passer ce bien aux enchères et pas par le biais d'une agence immobilière, tout simplement pour essayer d'en tirer le montant le plus important possible et le maximum possible que nous pourrons en tirer. C'est pour ça que nous passons par un notaire hein, qui nous fera des frais de vente limités par rapport à ce qu'aurait pu faire un commissaire-priseur et qui devrait nous permettre de tirer le montant maximum de cette vente, donc qui démarrera à 280 000 € et qui montera jusqu'aux cieux, je l'espère. Voilà, est-ce qu'il y avait des questions, Madame Beaulieu? Bonsoir. Je me posais la question pourquoi recourir à une vente aux enchères, mais bon, vous avez répondu que vous préfériez les notaires. Ouais. Par contre, le prix me semble exorbitant. Moi, j'ai vendu une petite maison juste en face. Bon, c'était en 2016. Il n'y avait pas de terrain. Les prix ont augmenté, mais vu l'état de la maison sur le terrain, je connais bien le secteur. Ça me semble exorbitant, quoi. Alors, nous, on ne remet pas en cause votre expertise là-dessus. Nous, on est administration. On a donc demandé au domaine de venir nous évaluer la maison et de nous donner un prix. Et on a été obligé de mettre en prix minimum le prix des domaines au niveau du prix de réserve. Donc, c'est l'évaluation qui a été faite par les domaines. Sachant que si, effectivement, la vente aux enchères à ce montant n'est pas concluante, on pourra reprendre avec une vente aux enchères avec un autre montant. Mais les 280 000 €, c'est bien le montant qui a été donné par les domaines. Je crois que Julie, tu voudrais compléter ma réponse, peut-être ? Moi, la maison que j'avais eue à la vente, il y avait à peu près 80 mètres carrés sur 2 niveaux, pas de terrain, mais c'était habitable, avec quelques aménagements pour mettre Combien au jour. Elle s'est vendue 167 000 net vendeurs. En quelle année ? 2016. Ah, ça fait pas si longtemps. Donc c'est pour ça que je suis un peu étonné, vu l'état de la maison, vu le secteur, et le terrain, il n'est pas... 238 mètres carrés, effectivement, il n'est pas incroyable. Si je puis me permettre, pour une fois, les domaines sont venus sur place, donc ils sont venus visiter. Ils n'ont pas fait ça sur papier, donc ils sont quand même se sont déplacés et ils ont visité la maison, qui est quand même pas mal, qui a un assez joli terrain et qui est dans un état pas terrible au premier abord, mais qui n'est pas non plus dévasté. Hein. Donc, le diagnostic immobilier est favorable, voilà, et il est bon. C'est pas mauvais. Hein. Donc, l'estimation des domaines en général est basse. Donc là, 280 000 €, on la prend telle qu'elle est. Hein. Je vous souhaite de la vendre. Hein. Oui, voilà, si vous en avez un qui donne 280 000, prenez-le tout de suite. Quoi. Écoutez, s'il y en a un qui donne 350, on prendra celui à 350, ne vous inquiétez pas. Non, mais nous, on suit la procédure telle qu'elle est. On est plutôt optimiste sur notre capacité à encaisser le montant qui a été mis là.
Après, on verra bien, et peut-être que dans quelques mois, je vous dirai, Madame Beaulieu, votre expertise d'agent immobilier, vous aviez raison, effectivement, on a dû baisser le prix. Là, en l'état actuel des choses, nous, on fait ce que les domaines nous ont demandé, à savoir le prix fixé. C'est quand la vente? C'est une excellente question. Pour l'instant, j'ai pas de la réponse, sauf erreur. En fait, il faut que le notaire la publie. Voilà, publicité, visite et acte de vente. Donc c'est une adjudication. C'est une vente aux enchères par internet, donc sur une certaine durée en fait, avec des codes qui seront donnés aux ceux qui postulent, hein, aux adjudicataires, enfin ceux qui mettent une enchère. Et ensuite, pour l'instant, on n'a pas les informations sur la date de début de l'enchère. Sachez qu'il y aura un cahier des charges qui sera en ligne, qui pourra être demandé par chaque personne intéressée, que le notaire devra donc envoyer. Cahier des charges avec tous les éléments relatifs à la vente, donc ça met un peu de temps à se constituer. Donc d'abord, on attend de voter cette délibération, ensuite on le transmet au notaire, suite à quoi il nous présentera son cahier des charges et on aura plus d'informations à donner, je pense, la prochaine fois, à mon avis. Il y aura une visite de programmée avant? Je pense que oui. Je pense que oui. Virtuel aussi, je pense. Je pense qu'il y aura les deux, hein, virtuel et en physique, hein, je pense. Hein. À suivre. Ouais. Là, c'est le point de départ, c'est tout pour l'instant. Merci Madame Chavy pour ces remarques. On va donc passer au vote si c'est bon pour vous. Qui est contre? Abstention. Pour. Merci Alain. Voilà. Et donc, je vais passer la parole à Madame Buria concernant l'autorisation de signer la convention pour la démarche de réduction des déchets des manifestations du territoire Marseille-Provence. Hop. Ah bah tu l'avais sur l'ordinateur, pareil. Et je souhaitais, avant de te donner la parole, Christelle, te remercier pour tout le travail que tu fais sur les déchets au travers de la commune, qui est un travail pas facile, mais qui paye. Donc merci et bravo à toi. Mais je suis bien accompagnée par Sophie Perrochon et Nicolas Ruggiero, donc je les remercie beaucoup. C'est une autorisation de signer une convention pour la démarche de réduction des déchets des manifestations. Jusqu'à présent, la métropole ramassait nos déchets de manifestation gratuitement. Ça pourra continuer à condition de signer une convention dans laquelle on va s'engager à réduire ces déchets. Donc, réduire les déchets des manifestations, améliorer la valorisation des déchets existants, responsabiliser les organisateurs, sensibiliser les acteurs impliqués, valoriser les engagements pris par les organisateurs, réduire les coûts de collecte et de traitement pour la collectivité. Donc cet engagement, c'est franchir une étape supplémentaire dans le développement des pratiques éco-responsables en matière de maîtrise des déchets lors des manifestations. Cette démarche est en phase avec le projet Plan Climat Air Énergie métropolitain qui a été adopté par le Conseil de métropole le 26 septembre 2019. Donc la commune va bénéficier par le biais de cette convention à une gratuité sur 10 manifestations à l'année à condition qu'elle trie ses déchets. Et ceci est valable pour toutes les associations de la commune qui devront signer une convention avec la métropole pour pouvoir avoir la gratuité de leurs déchets. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Dans ce domaine-là, puisque quand nous sommes partis, il y avait sous le coup un projet d'ailleurs de charte qu'on n'a pas signé, mais sur lequel on avait prévu des actions de ce type-là, justement dans lesquelles les associations, les organisateurs de manifestations devaient s'engager à avoir une gestion raisonnée, environnementale des déchets. Donc c'est très bien que ça se mette en place. J'aurais souhaité avoir la charte. Si alors, on vous la fera passer. Voilà. C'est la charte de la métropole, en fait, on la reprend. Je sais pas. Non, elle n'a pas été annexée. On vous la fera passer. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On y va. Hein. Non. Donc on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Voilà, l'unanimité. Merci. Hop là, et donc on va passer la parole à Madame Bonneau sur la délibération numéro 13 qui concerne le regroupement des classes élémentaires et le regroupement des classes de maternelle. Alors d'abord, avant de la présenter, je voudrais vous dire que cette délibération, on la prend par précaution, qu'il faut par rapport au mouvement des enseignants tout faire avec une année d'avance. Donc voilà, hein, c'est pas toujours évident d'être dans l'anticipation, mais il faut le faire avant la fin de l'année. Elle a été très largement travaillée avec monsieur Didier Jean, qui est inspecteur de la circonscription et qui est également en contact direct avec le directeur académique.
Donc tous les mots ont été pesés, tout leur a été transmis. Et voilà, c'est pour ça qu'on l'a fait aujourd'hui. Hein. Donc on a vraiment étudié tous les scénarios possibles pour que tout puisse se faire bien comme il fallait, dans les règles et dans le respect de tout le monde. Donc ce projet et ces phrases que je vais vous dire ont été présentées au conseil d'école et tout a été voté favorablement. Voilà. Donc je vais vous la lire simplement. Parmi ses compétences essentielles, la commune a la charge de la construction, de l'entretien et du fonctionnement des écoles publiques. Elle décide ainsi de la création et de l'implantation des écoles sur son territoire. La compétence en matière de création, fusion et suppression d'une école maternelle ou élémentaire publique est partagée entre l'État et les communes. La commune de Saucé-les-Pins s'est engagée dans un plan de rénovation de ces 2 groupes scolaires. Ainsi, dans le cadre de la rationalisation et de la restructuration des bâtiments scolaires de la commune, Monsieur le maire engage la commune dans le regroupement des classes élémentaires sur le site de Victor Hugo et le regroupement des classes de maternelle sur le site de Jules Ferry. Le nom des écoles seront conservés. Les noms des écoles seront conservés. Par conséquent, Monsieur le maire demande la fermeture de l'école élémentaire Jules Ferry et le transfert de ces classes sur l'école élémentaire Victor Hugo, fusionnant ainsi les 2 écoles. Il demande la fermeture de l'école maternelle Victor Hugo et le transfert des classes sur l'école maternelle Jules Ferry. Ce projet a été adopté de manière consultative au sein des 3 conseils d'école. Avez-vous des questions? Oui. Oui, c'est Madame Valérie Ragusa qui voulait poser cette question. On pourrait se poser une question, c'est la fusion des 2 maternelles et des 2 élémentaires. Va-t-elle engendrer une fermeture de classe en maternelle ou en élémentaire du fait du regroupement des effectifs? Alors, c'est pas nous qui décidons des fermetures des classes. Hein. On a envoyé les effectifs à l'inspecteur qui en a fait la demande. C'est déjà parti, ça a été fait au courant décembre. Voilà. Les effectifs en maternelle sont déterminés par rapport aux naissances et à l'état civil et aux enfants qui sont à la crèche. Donc on lui a fourni ces documents-là. Et c'est lui qui va décider. Donc pour l'instant, nous, on ne peut rien décider. Je peux vous dire que par rapport aux moyennes en maternelle sur les 2 écoles, on est sur des moyennes de 22 enfants par classe de maternelle. Donc on est très bien lotis à Saucé-les-Pins. Et qu'on est plus élevé, on est à 25, aux alentours de 25 en classe élémentaire. Donc je ne peux pas vous répondre parce qu'il n'y a que l'inspecteur qui peut vous répondre sur cette question-là. Il a eu tous les effectifs et on aura très rapidement la réponse. Voilà. D'autres questions? On va passer au vote. Hein. Bon, vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Merci à toi Cécile pour ce travail, notamment tout le travail amont qui a été fait en conseil d'école. On aborde donc les 6 dernières délibérations qui sont des délibérations sur le personnel. Et donc on va commencer par la présentation du rapport social unique. Et je voudrais vous signaler en page 1 une erreur qui m'a un peu embêté, enfin en tout cas qui m'a chagriné sur le nombre de fonctionnaires au 31 décembre 2021. Il y a une coquille qui s'est glissée puisqu'il n'y avait pas au 31 décembre 2021 125 fonctionnaires, c'était le chiffre au 1er janvier 2021. Et donc il y a bien une erreur, au 31 décembre 2021 nous étions 121 et aujourd'hui au 31 décembre 2022 nous devrions être... Au 1er janvier 2023, nous devrions être 115. Voilà, donc la décrue se poursuit et l'objectif reste... voilà, mais c'est juste pour pas que vous ayez dans une synthèse un chiffre qui soit différent que celui que j'annonce depuis plusieurs semaines, parce que vous m'auriez à raison de tirer les oreilles. Est-ce qu'il y avait des questions sur ce rapport social unique qui, je le rappelle, donne quand même un nombre d'éléments assez important. Il a été présenté plusieurs fois en comité technique et il nous permet aussi, nous, de restructurer la masse salariale de manière... complète et surtout constructive. Oui, monsieur Liminspul. Merci, monsieur le maire, d'avoir répondu à la question que je voulais poser. Par anticipation, en plus. Non, mais je vous avoue que ça m'a chagriné moi-même quand je l'ai vu, donc voilà. On va donc passer au vote qui est contre... Il n'y a pas de vote, pardon, il n'y a pas de vote sur la présentation du rapport social unique. 1000 excuses. Donc, comme ça a été indiqué, donc on passe à la modification du tableau des effectifs, donc qui est la délibération numéro 15. Comme ça a été indiqué en comité technique, nous allons donc faire évoluer donc dans leurs avancements de grade un certain nombre
personnes au sein de la commune. Hein. C'était une volonté dès le départ de permettre aux fonctionnaires de pouvoir avancer et augmenter en qualification au fur et à mesure de leur carrière. Donc cette année, il y a 10 postes d'avancement de grade qui seront ouverts tout au long de l'année. Je tiens à votre disposition le listing où j'ai noté le nom des agents. Si vous voulez le nom des agents, je vais éviter de les évoquer au micro, mais si vous voulez, je peux vous faire parvenir cette liste en fin de conseil. Et donc, comme vous le remarquez, le tableau des effectifs ne crée pas de nouveaux postes, mais continue donc les avancements et les évolutions pour continuer avec cet objectif indéniable. Donc, vous l'avez sans doute appris, Monsieur Joven nous a quittés la semaine dernière. Et donc, on n'est plus 116, contrairement à ce que l'état des effectifs indique, mais nous sommes 115. Donc, par rapport à ça, est-ce qu'il y avait des questions sur le nouveau tableau des effectifs et sur ces avancements de grade? Petite question, monsieur le maire, simplement, oui. C'est quel est l'impact financier de cela pour les années futures, pour l'année future? Alors sur une année en 0,12, on est quand même sur des impacts à la marge, hein, puisque l'ensemble de ces avancements de grade, je parle sous ton contrôle Jérôme, représente environ 8-9 000 euros, c'est ça? Voilà, 8-9 000 euros sur le 0,12 annuellement, donc c'est quand même très à la marge. Malheureusement, nos chers fonctionnaires, quand ils avancent de grade, ne gagnent pas des rémunérations très importantes, ne gagnent pas beaucoup d'argent sur leur rémunération. Donc on est 9 000 euros à l'année, donc c'est quand même quasiment à la marge, ça fait 750 euros par mois, c'est pas énorme. Mais ces avancements de grade, c'est un moyen aussi important pour nous de montrer à l'ensemble du personnel qu'on les accompagne dans leur carrière et pas seulement dans des avancées financières qui pouvaient être prises, mais dans des avancées globales sur le long terme. Tout à fait, et nous supportons tout à fait cette approche. Merci beaucoup. On va donc passer au vote. Juste une précision, 8-9 000 euros chargés, monsieur Leminspul. Chargés. Avec les charges de personnel incluses. Merci pour cette précision, Stéphane. Qui est contre? Abstention? Unanimité, je vous remercie. Nous passons au contrat d'assurance sur les risques statutaires. Donc, comme vous le savez, il y a 3 risques majeurs donc sur les risques statutaires des agents pour lesquels la mairie doit s'assurer. Le décès, enfin il y en a 4 en fait. Le décès, les accidents de service, maladies professionnelles et bien sûr le CLM, congé longue maladie, et le CLD, congé longue durée, merci. Je me fais souffler certains acronymes. Et donc là-dessus, vous pourrez remarquer qu'on a une légère augmentation de notre cotisation pour la bonne et simple raison que suite à 2 années compliquées, notamment les années Covid, etc., nous avons sur les 3 dernières années coûté plus cher à notre assurance que ce que nous avons cotisé. Malheureusement, les assureurs n'aiment pas faire perdurer dans le temps ce genre de choses. Et donc aujourd'hui, il y a une remise à plat qui a été faite avec eux. Et donc on aura un montant qui a quand même pas augmenté de manière très très importante, puisqu'il était de 131 000 euros cette année, il sera de 143 000 euros l'année prochaine. Donc on a une augmentation, malheureusement comme sur beaucoup de choses, mais elle est vraiment contenue au vu de... Je vous rappelle que la dernière fois qu'on avait renégocié ce contrat, il avait doublé parce que l'assureur ne savait plus nous assurer là-dessus. Il a été appliqué donc une franchise de 30 jours pour les accidents de travail, de maladies professionnelles, et une franchise de 90 jours, donc de 3 mois pour les CLM, sachant qu'un CLM c'est pour 3 ans. La franchise permet au départ de faire baisser le taux. Est-ce qu'il y avait donc des questions? On va passer au vote, c'est bon pour tout le monde? Allez, on y va. Qui est contre? Abstention? Unanimité, je vous remercie. Le nombre de représentants pour le collège des élus au comité social territorial, donc le CST qui a remplacé le CT, c'était le comité technique aujourd'hui, c'est le comité social territorial. Et donc moi-même, monsieur Abran et monsieur Labourer étions titulaires. Monsieur Mourgue et monsieur Zika étaient donc les suppléants, et on s'est aperçu que madame Bessé était toujours la 3e suppléante lors d'une vérification de délibération. Et donc nous prenons avec tristesse aujourd'hui la décision de la remplacer, puisque malheureusement elle n'est plus là, par la non moins souriante et non moins appréciée Julie Desmoulins, qui va venir aussi amener son expertise et sa verve dans cette commission, enfin dans ce comité, lorsque les membres titulaires seront absents. Juste une petite question. Dans cette
cette représentation, ne devrait-il pas y avoir des membres de l'opposition ? Alors, sauf erreur de ma part, non. Il n'y en a jamais eu à Saucé-les-Pins et dans les autres mairies non plus. C'est quand même des réunions de comité social territorial où on gère le management et la gestion des équipes en propre, notamment avec des techniciens. Je vous avoue que moi, j'ai pas une volonté très forte de faire entrer l'opposition dans ce genre de commission, puisque c'est quand même des commissions, la discussion avec les syndicats et sur lesquelles régulièrement on est amené à présenter des projets qui derrière sont revus, sont modifiés et ne sont présentés en CM qu'une fois qu'ils ont été approuvés. Donc a priori ce n'est pas l'usage, ce n'est pas voilà, c'est pas fait. Cependant je vais quand même me renseigner s'il y a quelque chose à faire, je ne manquerai pas de vous tenir informé là-dessus, mais a priori normalement c'est quand même voilà, les élus de la majorité qui gèrent ça en général. Et historiquement c'est toujours comme ça que ça a été fait, hein, puisque nous on n'y a jamais été conviés à l'époque où on était dans l'opposition. D'accord, la commission du personnel, oui, mais pas le comité technique. Apparemment, réglementairement, ça ne se fait pas. Mais alors, sur la commission du personnel, ça serait bien, voilà, ça serait bien qu'on crée effectivement une commission du personnel, qu'on y intègre l'opposition. On a trouvé quelque chose où on va pouvoir intégrer, donc on va travailler là-dessus et je vous contacterai pour voir ce qu'on peut faire là-dessus. D'accord ? Très bien, merci. Avec grand plaisir. On va donc passer au vote. Qui est contre ? Abstention ? Unanimité, je vous remercie. Ah pardon, excusez-moi, monsieur Chèque, ça a voté contre. Pardon, qui est pour ? Excusez-moi. On passe à la délibération numéro 18, l'avant-dernière, mes chers amis, la mise en place du règlement intérieur du personnel communal. Donc, je suis très heureux de pouvoir vous présenter aujourd'hui ce document qui nous a demandé beaucoup de travail et beaucoup d'allers-retours justement avec ce fameux CST, avec les syndicats, avec les différents chefs de pôle pour essayer de parer un maximum d'éléments là-dessus. Et donc, on est très heureux aujourd'hui de mettre à jour un document dans la dernière version datée de 2001. Et qui nous paraît donc très important. On a pu y inclure notamment tout ce qui concerne la numérisation et la digitalisation avec les obligations relatives à l'utilisation d'appareils numériques qui forcément dans la version de 2001 n'étaient pas évoquées. On a aussi ajouté tout un tas d'autres éléments là-dessus. Je voulais savoir si vous aviez des questions, sinon on va passer au vote. Donc qui est contre ? Abstention. Qui est pour ? Et enfin, la dernière délibération, c'est la modification de l'organigramme qui devrait apparaître derrière moi des services municipaux. Donc, hein, comme je l'avais indiqué lors de la toute première présentation, un organigramme, c'est pas quelque chose de figé, hein, c'est quelque chose qui évolue au fur et à mesure de la mandature. Aujourd'hui, il y a des pôles vraiment clairs et vraiment cadrés qui ressortent. On a aussi des chefs de pôle qui sont très nombreux ce soir et je souhaiterais remercier de leur présence et de leur implication au quotidien. Donc merci d'être là ce soir et merci de faire le boulot. Ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une vraie direction technique et un vrai comité. Et aujourd'hui, je pense, Jérôme, qu'on n'est plus très loin de la vérité sur cet organigramme et qui devrait plus trop bouger. En tout cas, on est très heureux de ce qu'on a pu mettre en place là-dessus. Et je remercie donc tous les services, puisque là, c'est vrai qu'on a les grandes lignes, mais il faut savoir que jusqu'au tout en bas, on a pu cadrer ces pôles et créer un cadre hiérarchique. Est-ce qu'il y avait des questions sur ce nouvel organigramme ? Non, mais écoutez, on va passer au vote. Qui est contre ? Abstention. Pour. Et enfin, donc, avant de lever la séance, nous allons répondre à une question diverse de Monsieur Chex. C'est Monsieur Labourer qui va vous répondre, puisque c'est lui qui a assisté aux différentes réunions à ce sujet. Bonsoir. Oui, ça me fait plaisir. Alors, pour le prochain conseil municipal, je souhaite poser la question suivante. Des coupures d'électricité pourraient intervenir cet hiver en cas de besoin de délestage. Quelles sont les mesures prises par la mairie et le CCAS pour accompagner les personnes isolées, handicapées et nos anciens ? Alors, pour répondre à votre question, donc officiellement, les personnes concernées par un risque pour leur santé suite à une coupure électrique, doivent se signaler auprès de l'ARS, l'Agence régionale de santé, à l'aide d'un document disponible sur leur site en 5 exemplaires. Je rêve. Bon, pardon.
complété par un certificat médical. Suite à l'examen de ce document et validation, je rêve. La personne est signalée à Enedis, donc à EDF. Moi, je dis EDF à Enedis. À ce jour, suite à une réunion qui s'est passée avant-hier, lundi, hein, Jérôme, 144 personnes sont signalées au niveau départemental. Au niveau départemental, 144 personnes. Bon, pour notre part, nous allons faire de l'information sur cette problématique, sur ces risques, les gens qui doivent se signaler. Essayer d'avoir un rapprochement auprès des médecins, des personnels médicaux de la commune, mais nous sommes très prudents et très discrets avec le RGPD, hein, le règlement général sur la protection des données. Il y a le secret médical, c'est compliqué, très compliqué. Là, c'est mon avis à moi, mais je pense qu'on va vers des catastrophes. Là, bien fait, hein. Bon, allez-y, mais après je finirai. J'ai pas fini. Par rapport, vous avez dit que les gens s'étaient déclarés au niveau départemental. Est-ce que vous ne pouvez pas récupérer les coordonnées des gens sursaucés? Au jour d'aujourd'hui, la préfecture était pas... Enfin, à la réunion d'hier, quand il nous a donné ce chiffre de 144 et qu'on lui a dit nous, on aimerait bien avoir les concernés associés, il n'a pas été capable d'extraire de cette liste les gens qui étaient concernés associés. Moi, je voudrais... Et a priori, ils veulent pas, c'est interdit par la loi. Et le problème, c'est qu'en fait, on a un double discours de l'État qui, d'un côté, nous dit « Oh, c'est pas vos prérogatives, ça vous regarde pas », et de l'autre côté « Ah ben, il n'y a plus rien qui marche, est-ce que vous pouvez nous suppléer ?» C'était un peu comme ça pendant 2 ans avec le Covid, et là, on revient là-dessus sur l'électricité. Moi, je voudrais quand même préciser quelque chose, parce que c'est un débat, cette histoire de coupure sur les personnes qui auraient des respirateurs à la maison, tout ça, où on a quand même oublié une donnée essentielle, c'est que depuis 2008, la norme européenne sur les respirateurs fait qu'ils sont tous, sans exception et de manière obligatoire, équipés de batteries qui leur permettent une autonomie normalement entre 6 et 8 heures. Je parle sous ton contrôle, Anthony, parce que je sais que c'est une de tes spécialités. Donc moi, si vous voulez, ces polémiques de plateau télé où on joue à faire peur aux gens, alors que depuis plus de 10 ans, il est obligatoire sur un respirateur d'avoir une batterie pour tenir 6 ou 8 heures, je trouve que c'est un peu surprenant. De la même manière qu'il était quand même très surprenant d'entendre le président en Albanie, ou je crois qu'il était en Albanie, où effectivement nous expliquait qu'il en avait marre qu'on fasse paniquer les Français avec les histoires sur l'électricité et le délestage, pour que nous, le lendemain, on ait rendez-vous à la préfecture pour des réunions sur les coupures d'électricité et le délestage. Donc à un moment donné, ce qui est communiqué à la population et ce qui est communiqué aux élus, c'est totalement différent et c'est très problématique pour nous pour anticiper. Le fait est, je pense que c'est la suite de la réponse de M. Labourer, que nous, on va faire le maximum avec nos moyens là-dessus, mais qu'il ne faut pas tomber dans une psychose façon chaîne d'infos en continu, et qu'il y a quand même... voilà, on a répondu pareil aux SDIS cet après-midi qui nous demandait est-ce qu'en cas de délestage, on mettait en place notre plan communal de sauvegarde. Comme on a répondu aux SDIS, si le délestage il dure 1h30 ou 2 heures, non. Par contre, à partir de 5 heures ou 6 heures, là oui, il commence à y avoir des sujets, il commence à y avoir des choses à mettre en place. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, personne n'est capable de nous dire combien les délestages vont durer, s'ils vont vraiment avoir lieu, à quelle heure, etc. etc. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, on s'est enfin décidé à nous faire entrer dans la boucle, à nous donner, enfin, en tout cas, à nous considérer comme prenant part à ça, sauf qu'on ne nous donne pas les infos. Pareil pour l'histoire des RGPD que soulignait M. Labourer. Aujourd'hui, nous, ça nous paraît quand même assez simple d'avoir les coordonnées de ces 2 personnes qui sont sous respirateur ou ces 20 personnes associées. Je n'en sais rien combien il y en a, mais pour pouvoir les aider, sauf qu'aujourd'hui, on nous dit non, secret RGPD, on ne peut pas vous donner ces coordonnées-là. Donc on a quand même, nous, des éléments là-dessus, et je vais te laisser finir ta réponse. Non, moi je voulais faire juste une simple réflexion, quoi. Je voudrais dire surtout tout le bien que je pense de la nouvelle fibre sociale de M. Schex, qui, lors de son mandat, effectivement, dotait le CCAS d'un budget annuel de 6 000 € pour aider les sociétés en difficulté. Donc, ça me fait plaisir que M. Schex ait une nouvelle fibre sociale. Merci. Oui. Donc, cette attaque ne me surprend pas de M. Labourer. Je vérifierai les chiffres. Pour moi, ils sont complètement faux. Et donc, nous en reparlerons. Mais on va pas s'invectiver là. On va laisser un petit peu de dignité dans les débats, comme nous avons su le faire. Merci. Je vous souhaite un joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d'année à tous. Je vous remercie de votre présence et je vous dis allez les Bleus!